Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire qui vous est présenté par CoExpert. Donc aujourd'hui, je vous propose de parler de l'osmose inverse, qui est une technique de traitement d'eau, mais plutôt adaptée à l'eau de boisson. Donc en fait, on va parler des kits d'eau de boisson qui sont proposés aux particuliers. Donc, ce que je vous propose, c'est de rappeler dans un premier temps la problématique. Pourquoi est-ce que les particuliers vont se diriger vers ces systèmes de traitement d'eau? Ensuite, je vous expliquerai le principe de l'osmose inverse, puisque c'est une technologie qui est largement utilisée dans l'industrie. Donc, je vous donnerai 2-3 applications pour vous montrer. Ensuite, on abordera donc de manière précise les kits d'osmose inverse qui sont vendus pour les particuliers, avec une description, les limites de fonctionnement. Je vous parlerai des rejets, je vous parlerai des caractéristiques, en partie de l'entretien, et on finira sur un paragraphe qui est important, c'est les conséquences sur la santé, puisque vous verrez que boire de l'eau osmosée, qui est de l'eau pure, c'est quand même pas anodin du tout. Donc pour vos clients, il va falloir les conseiller là-dessus. Alors, tout d'abord, un rappel de la problématique. Pourquoi est-ce que les particuliers aujourd'hui vont se diriger vers des systèmes de traitement du type osmose inverse pour la boisson? Alors tout d'abord, en ce qui concerne l'eau du robinet, il y a ce fameux goût de chlore qui est pas tellement appréciable, il peut être plus ou moins prononcé suivant où on habite. Donc en général, quand on a un goût de chlore prononcé, on boit autre chose que l'eau du robinet. Ensuite, il y a un phénomène aujourd'hui qui est le manque de confiance dans la qualité de l'eau du robinet, dans le sens où on a entendu qu'il y avait des pollutions de temps en temps, c'est rare, mais ça arrive sur les nitrates par exemple, sur les pesticides. Donc par conséquent, les particuliers cherchent un plan B en ce qui concerne leur eau de boisson. Alors le plan B qui est le plus simple jusqu'à maintenant, c'était de boire de l'eau minérale en bouteille. Seulement, il commence à y avoir des études qui montrent qu'on a trouvé des nanoparticules de plastique dans l'eau en bouteille, donc ça veut dire que ce n'est pas non plus exempt de pollution. Et il y a un autre phénomène aujourd'hui, c'est qu'il y a des lois qui commencent à passer sur les plastiques et il y a des tonnes de plastique qui sont déversées dans les océans. Donc, acheter des bouteilles plastiques pour boire de l'eau, ce n'est pas forcément la solution d'aujourd'hui. Donc, les gens peuvent à ce moment-là se positionner sur un kit de filtration ou un kit d'osmose pour boire de l'eau de meilleure qualité. La dernière raison aussi, alors c'est des choses qu'on commence à trouver pas mal sur Internet. Il y a des recherches un peu de produits miracles, donc de l'eau pure pour purifier l'organisme, par exemple. Donc, on entend parler d'eau activée, d'eau vivifiée, d'eau alcalinisante, donc des types d'eau qui vont être purifiantes. Et en fait, l'eau osmosée fait partie d'eau qui sont complètement pures, donc ça peut être un élément qui fait que les personnes vont se diriger vers ce type d'équipement. Donc voilà un petit peu les raisons qui peuvent faire acheter des kits d'osmose ou autre chose, hein, mais un système de purification de l'eau du robinet. Alors pour vous expliquer maintenant ce que c'est que l'osmose inverse. Je vais partir d'un petit schéma. Donc sur ce schéma, vous voyez sur la gauche en rouge, c'est donc l'eau du robinet, l'eau potable avec tout ce qu'elle contient. Donc c'est les petites billes à l'intérieur ici. Donc des sels minéraux, le chlore, des molécules donc de produits chlorés. On va avoir des traces de matière organique, éventuellement des pollutions comme des pesticides. On va avoir des gaz dissous, des matières en suspension. Cette eau, on va la filtrer parce qu'en fait, l'osmose, c'est ni plus ni moins qu'une filtration, mais extrêmement fine. Donc, pour filtrer cette eau, déjà, on va la mettre sous pression. C'est ce que représente la flèche rouge ici. Donc, pour un kit d'osmose sous évier, ça sera la pression du réseau, à peu près 3 bars. Et cette eau, on va la faire passer à travers une membrane d'osmose, qui est une membrane de filtration à 0,1 nanomètre. Et à 0,1 nanomètre, on ne laisse passer quasiment plus rien, si ce n'est que l'eau. Donc, vous retrouvez ici sur la droite, en bleu, l'eau qui est quasi pure. On a enlevé à peu près 98% de ce qu'elle contient. Donc, elle est quasiment pure. On va avoir encore un petit peu de sels minéraux et on va avoir des gaz dissous comme le CO2. Alors, attention, et là, j'y viens directement, cette eau est impropre à la consommation. Elle est beaucoup trop pure pour notre organisme. On n'est pas fait pour boire de l'eau pure, mais j'y reviendrai. Donc, voilà le principe de l'osmose. Pour vous parler un petit peu des tailles de particules qu'on rencontre lors d'une filtration et vous donner un petit peu cet ordre de grandeur, ce à quoi correspond une maille filtrante d'osmose, on va partir d'une particule qui est visible à l'œil nu, par exemple le cheveu. Le cheveu, c'est à peu près une taille de 100 micromètres. Si on veut filtrer des cheveux,
bon, c'est compliqué, hein. On peut s'attaquer à la taille d'une particule qui correspond à une cellule du sang, c'est-à-dire 10 micromètres. À 10 micromètres, on va filtrer des cheveux, c'est la taille d'une cellule du sang. Pour filtrer les cellules du sang, il faut être encore plus petit. On va faire à ce moment-là de la macrofiltration. On est à 5 micromètres, ce qui est déjà très petit. 5 micromètres, c'est à peu près la taille des bactéries. Et les bactéries, si on veut les filtrer, on va s'intéresser à la taille des virus, cette fois-ci, donc à 0,1 micromètre de taille de maille. Là, on fait de la microfiltration. 0,1 micromètre, il existe des filtres à 0,1 micromètre qui permettent notamment de filtrer tout ce qui est bactérien. Les virus sont un petit peu plus petits. Si on veut les filtrer, on va faire de l'ultrafiltration. L'ultrafiltration, donc c'est des mailles à 0,01 micromètre qui correspond à la taille des macromolécules. Donc par exemple, les plus gros pesticides qu'on va trouver sur le marché. Donc là, on est déjà très petit en maille filtrante et là, on est à la taille des molécules, donc des macromolécules, les plus grosses. On peut encore filtrer plus petit. Si on veut filtrer ces pesticides, on va faire des filtrations à 0,001 micromètre. On fait de la nanofiltration, on est encore donc 10 fois plus petit. Et là, c'est à peu près la taille des sels minéraux, pas tous, ils ont des tailles complètement différentes, mais on commence à être au niveau des tailles de particules des sels minéraux, donc ici par exemple les nitrates qui sont compliqués à filtrer. Et si on veut enlever des nitrates, typiquement, la membrane d'osmose est une des solutions. Une membrane d'osmose, on est à 0,1 nanomètre. On ne laisse passer en théorie que l'eau. Je dis bien en théorie, puisqu'en pratique, on laisse quand même passer d'autres petites choses en plus. Donc voilà, ça vous donne l'ordre de grandeur de ce que c'est qu'une maille filtrante qui correspond à de l'osmose. On est à 0,1 nanomètre, on est vraiment extrêmement petit. Il n'y a quasiment que l'eau qui passe. On est censé récupérer de l'eau pure. Ensuite, pour vous montrer maintenant le principe de fonctionnement d'un osmoseur. Donc, j'ai fait un schéma pour que ce soit relativement simple. Donc, l'osmoseur, il est ici dans le sens de la longueur. Vous verrez, il est toujours installé de manière horizontale. En fait, on va envoyer l'eau ici par la gauche qui va pour traverser l'osmoseur. Les petites particules, là, les billes grises que j'ai fait, ça représente les sels minéraux. Donc, l'eau va traverser en fait tout l'osmoseur et on va reparler un petit peu de ces sels minéraux. Ici, on a la membrane filtrante, donc la membrane d'osmose. C'est des membranes composites maintenant, c'est des polymères, 250 micromètres d'épaisseur par exemple. Pour vous donner un exemple de membrane filtrante qui correspond à de l'osmose, une membrane semi-perméable, on dit, il y a la peau par exemple. Notre peau laisse passer certaines choses, mais pas d'autres. C'est une membrane semi-perméable. Les feuilles des arbres aussi, ce sont des membranes semi-perméables. Donc là, on parle vraiment d'osmose à tous les points de vue. Donc de l'osmose, en fait, il y en a partout dans la nature autour de nous. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cet osmoseur? L'eau rentre dans l'osmoseur et on va faire ce qu'on appelle une filtration tangentielle. Donc, l'eau va avancer petit à petit tout le long de ma membrane d'osmose et je vais filtrer une partie de l'eau. Cette eau osmosée va ensuite être dirigée vers l'extérieur, donc au robinet de puisage qui est dédié à l'eau osmosée, si on est à la maison. Le problème, c'est que, voilà, vous pouvez voir ici que j'ai de plus en plus de sels minéraux. En fait, plus on va avancer dans l'osmoseur, plus on va filtrer l'eau, plus on va concentrer les sels minéraux. Et si on concentre les sels minéraux, le risque, c'est que ces sels minéraux cristallisent et se déposent sur la membrane et par conséquent la colmatent. Donc, il faut éviter ça et pour éviter ça, on va filtrer qu'une petite partie de l'eau et en fait, la plus grosse partie de l'eau va se diriger directement vers l'extérieur. Ça sert en fait de balayage. C'est de l'eau de balayage qui va laver la membrane en continu pendant l'osmose. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, quand on produit 1 litre d'eau osmosée, on produit en même temps 4 à 5 litres d'eau de rejet. C'est du gaspillage. La solution, c'est éventuellement de récupérer l'eau pour arroser le jardin, mais autrement, cette eau, elle va à l'égout. Donc, quand on boit un verre d'eau osmosée, on rejette 5 verres d'eau, à peu près. Voilà ce que ça veut dire. Ensuite, pour vous montrer cet osmoseur de manière, je dirais, un peu plus technique, ici, vous avez sur la gauche une vue longitudinale d'un osmoseur. Donc, c'est les osmoseurs qu'on va trouver partout, que ce soit domestique ou industriel, ils ont tous à peu près cette technologie. Et sur la droite, vous avez une vue en coupe. Alors, sur la vue longitudinale, l'eau rentre donc ici sur ma gauche. On rentre dans l'osmoseur et en fait, vous voyez que cette eau brute, une partie de cette eau brute, donc l'eau de vie, va traverser la membrane d'osmose qui est ici en vert.
Derrière cette membrane d'osmose, en fait, on a tout un maillage, en fait, une sorte de grillage. Ça sert d'espaceur. En fait, l'objectif, c'est de collecter cette eau osmosée pour l'emmener vers le centre de l'osmoseur où il y a un collecteur d'eau osmosée. Et ensuite, l'eau osmosée va sortir donc, de l'osmoseur au niveau central par le collecteur. Dans le même temps, le concentrat, donc l'eau qui n'a pas été osmosée, celle qui se concentre en sel, avance petit à petit dans l'osmoseur et va donc être évacuée sur les côtés de l'osmoseur, sur la périphérie. En fait, quand on regarde la vue en coupe, vous avez la membrane d'osmose qui est montée en spirale. Donc ici, ma membrane d'osmose, elle est en jaune. Et là, vous voyez sur là où j'ai la flèche, l'eau, c'est de l'eau de vie, donc l'eau qui se concentre petit à petit. L'eau va passer à travers la membrane jaune, ici, et ensuite l'eau osmosée est collectée et se dirige à l'intérieur de l'osmoseur jusqu'au collecteur central. Et ensuite est évacuée. Donc voilà, tous les osmoseurs ressemblent à ça. Les petits, les grands, ils ont tous cette même structure. En termes d'application, c'est ce qu'on va voir maintenant, l'osmose est très largement utilisée dans l'industrie et notamment pour les hôpitaux aussi. Ici, 3 exemples d'applications très rapidement. Par exemple, la fabrication d'eau potable à partir d'eau osmosée. Rien à voir avec ce qu'on fait à la maison avec un kit d'osmose inverse. Ici, on est vraiment sur des installations industrielles. Donc, en fait, on va dessaler complètement l'eau de mer avec des membranes d'osmose. Donc, ce sont des gros osmoseurs qui sont installés avec des gros débits et des pressions élevées. On dessale l'eau de mer et ensuite on passe sur on fait de la potabilisation, donc on va passer sur des résines, sur des milieux qui vont permettre d'enrichir l'eau en sels minéraux. Mais là, ça prend du temps, ce sont des roches qui vont être particulières et qui vont permettre de recharger l'eau en sels minéraux, ce qu'on ne sera pas capable de faire à la maison. Ensuite, une autre application, c'est la dialyse. Dans les hôpitaux, pour purifier le sang, on utilise des membranes d'osmose. Et une dernière application qui est ici la production de vapeur. Dans l'industrie chimique, par exemple, on a besoin de vapeur haute température, haute pression pour faire fonctionner des réacteurs. Et pour qu'on fabrique de la vapeur haute température, haute pression, il faut de l'eau pure. Donc l'osmose est complètement indiquée. Donc voilà des exemples pour vous montrer que c'est une technique qui est maîtrisée et largement utilisée dans l'industrie, où elle a toute sa place. Nous, on va s'intéresser maintenant aux kits de traitement d'eau qu'on peut acheter ou que les particuliers justement vont chercher à acheter pour purifier leur eau de boisson. Donc, je vous remets ici à l'écran le schéma que j'ai expliqué tout à l'heure. Et on va s'intéresser en fait aux limites de fonctionnement. Si vous avez déjà regardé ces kits d'osmose, vous avez dû remarquer qu'en plus de la membrane d'osmose qui finalement est toute petite, elle est placée horizontalement sur ces kits, vous avez plein de choses autour. Il y a plein de filtres et en fait tous ces filtres sont là surtout pour faire du pré-traitement parce que la membrane d'osmose ne peut pas tout encaisser, on va dire. Alors pour les explications, ça vient de ce que contient l'eau. L'eau, on a dit, c'est des sels minéraux, il y a du chlore, il y a des matières en suspension, de la matière organique. Et tout ça va apporter un certain nombre de limites au niveau de l'osmoseur puisque la membrane, en fait, peut se colmater très facilement. Alors, tout d'abord, les matières en suspension. Les matières en suspension, elles sont, les plus grosses sont de l'ordre de 40 microns en moyenne. Pourquoi? Parce que c'est la limite de filtration de l'eau potable. 40 microns, on a une membrane d'osmose à 0,1 nanomètre, autant dire que si on envoie les matières en suspension sur la membrane d'osmose, on colmate directement. Donc, il va falloir faire un pré-traitement pour enlever ces matières en suspension, ainsi donc que la matière organique qui n'est pas dissoute. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a du chlore. Le chlore, ça attaque les membranes d'osmose. Donc, il va falloir séquestrer le chlore en amont de la membrane. Donc, encore un pré-traitement. Ensuite, on va avoir les sels minéraux. On en a déjà parlé. Et dans ces sels minéraux, déjà, il y a la dureté, le calcium et le magnésium. Mais ensuite, il y a aussi tous les autres. Il y a les sulfates, il y a la silice. Tous ces sels minéraux vont poser des problèmes parce qu'ils risquent de colmater la membrane en se déposant. Donc là aussi, il faudra faire du traitement. Et le dernier cas de figure, non des moindres, c'est le développement bactérien. On sait que le développement bactérien peut être très important sur les médias filtrants. De manière générale, ici, on est dans un cas où on va enlever le chlore en amont de la membrane. Donc, tout ce qui sera derrière
le filtre au charbon actif qu'on va utiliser pour le chlore risque de générer des développements bactériens. Donc la partie bactérienne est quand même très importante au niveau des osmoseurs. Donc du coup, qui dit toutes ces limites de fonctionnement, dit un certain nombre de pré-traitements. Donc je vais vous les résumer maintenant. Pour le risque de colmatage par les matières en suspension, on met des filtres. Donc en général, on en met deux. Il y a un filtre à sédiments à 5 microns et un filtre à sédiments à 1 micron. Donc les plus grosses particules seront de l'ordre de 1 micron. C'est acceptable pour la membrane. Pour le chlore, on a dit c'est du charbon actif, donc il va falloir un ou plusieurs filtres au charbon actif pour enlever le chlore et pour enlever aussi la matière organique qui risque de colmater la membrane ou de faire un film collant sur la membrane qui va aider aussi le développement bactérien. Donc ça part tout dans le charbon actif. Pour la précipitation, le risque de précipitation donc par les sels minéraux, on a parlé du balayage. Donc on a dit 1 litre d'eau osmosée pour 5 litres de balayage à peu près. Mais alors si la dureté est trop importante, ça ne suffira pas. Donc on peut même voir des cas de figure où il faudra mettre un adoucisseur en amont d'un osmoseur. Ça commence à être une usine à gaz. Il existe aussi des résines désionisantes qui permettent d'enlever les sels minéraux avant de passer sur l'osmoseur. C'est aussi une solution. Et pour le développement bactérien, vous verrez que l'entretien est relativement contraignant. Je vais y revenir. Donc du coup, le kit d'osmose inverse, il ressemble à quoi pour les particuliers, là encore? À ce que vous voyez ici sur l'écran, donc c'est l'installation du kit sous l'évier. Donc on va retrouver notre évier, un robinet d'eau mitigée, un robinet, un point de puisage dédié à l'eau osmosée. Donc ça peut être 2 robinets différents ou on peut avoir un robinet 3 voies aussi, ça sera peut-être plus joli à la cuisine. Et ensuite, on a le kit d'osmose inverse sous l'évier. Donc, en fait, on part de l'eau froide, l'eau de ville, tout simplement. On passe par un premier filtre à sédiments, 5 microns, on enlève les sédiments. On passe par un filtre au charbon actif, on enlève le chlore, la matière organique. On passe par un autre filtre à sédiments pour descendre à 1 micron sur la taille des particules. Et ensuite seulement, on passe par la membrane d'osmose. Sortie de la membrane d'osmose, on va alimenter un réservoir de stockage d'eau osmosée. Pourquoi un réservoir de stockage? Tout simplement parce qu'ici, on va créer énormément de pertes de charge. Alors, les filtres, ça va encore, mais la membrane d'osmose crée énormément de pertes de charge. Donc, si on ne met pas ce réservoir de stockage, quand on va ouvrir le robinet là-haut, on aura un goutte à goutte. Donc, pour éviter ça et pour être quand même dans une situation de confort quand on remplit une carafe, on met un réservoir de stockage. Donc, du coup, quand on ouvre le robinet, l'eau va sortir du réservoir de stockage. On passe par un finisseur au charbon actif pour enlever ce qui peut encore traîner dans l'eau, mais aussi pour redonner du goût à l'eau. Et ensuite, on va passer au robinet de puisage. Donc ça, c'est le système le plus simple que vous puissiez rencontrer dans les magasins. À savoir qu'on peut rajouter un certain nombre de choses, donc comme des résines désionisantes par exemple, on l'a évoqué tout à l'heure. Il y a des osmoseurs maintenant qui proposent des cartouches de reminéralisation. Donc j'en dirai un mot à la fin. Comme on l'a dit, l'osmosé c'est de l'eau pure, c'est pas bon pour la santé. Et du coup derrière on cherche à la reminéraliser, mais vous verrez que ça ne sera pas évident non plus. Dans les ajouts que vous pouvez trouver le plus souvent sur ce type d'équipement, c'est des pompes. La première, vous pouvez entendre parler de pompe Perméa. C'est une pompe en fait qu'on va installer entre l'amont et l'aval de la membrane d'osmose. L'objectif étant d'avoir une pression constante entre l'amont et l'aval, donc de garantir un rendement qui soit correct au niveau de l'eau osmosée. La pression joue un rôle très très important sur la production d'eau osmosée. Donc il faut garantir une pression correcte, donc minimum 3 bars à l'entrée et après on peut s'aider avec des pompes. Ensuite, vous avez la pompe booster qui va être nécessaire là aussi pour une histoire de rendement quand la pression du réseau est en dessous de 3 bars ou quand elle n'est pas stable. Donc pour garantir là aussi un bon rendement d'eau osmosée. Et ensuite, vous pouvez trouver d'autres choses comme des jeux d'électrovannes par exemple qui ont pour objectif de donner un débit à contre-courant sur la membrane. Autrement dit, on va faire passer de l'eau osmosée à travers la membrane en sens inverse pour décoller tout ce qui aurait pu s'accrocher sur la membrane. Donc, ça permet de la laver de manière plus efficace que le balayage
et de gagner en durée de vie de la membrane. Et c'est notamment utile quand on a des eaux calcaires pour éviter de mettre des traitements du type résine désionisante, par exemple, en plus. Alors, parlons un petit peu des rejets maintenant, et c'est ce qui va nous amener tout doucement à parler de la qualité de l'eau pour la santé. Alors, une membrane d'osmose, c'est efficace entre 80 et 96%. Faites attention, sur le marché, il existe des kits d'osmose qui proposent des membranes peu efficaces à 80% et très efficaces à 98%. En général, ils sont tous vendus au même prix. Donc, faites attention à ça, regardez bien les fiches techniques. Pour savoir si une membrane est efficace, en fait, on va faire une mesure et en fait, on fait une mesure de taux de sel dans l'eau osmosée. Pour ça, il y a deux solutions. Soit votre osmoseur, c'est un osmoseur high-tech et vous avez dessus un conductimètre en ligne qui vous fait une mesure en continu. Soit ce qui est proposé aux particuliers dans les osmoseurs, c'est des stylos TDS. Ça ressemble à la photo que vous avez ici en bas à droite. Et ce stylo TDS permet de mesurer la totalité des sels dissous. C'est ce que veut dire le TDS. En fait, on fait un petit calcul, un rapport entre le TDS de l'eau osmosée divisé par le TDS de l'eau de départ. Et si on est en dessous de 10%, c'est que tout va bien, notre membrane est en bon état de fonctionnement. Pour vous donner un exemple, si vous avez une eau osmosée qui est mesurée à 30 ppm, et que votre eau de départ, donc l'eau de ville, était à 300 ppm, on est à 10%. Donc la membrane est limite en termes d'efficacité, mais ça fonctionne encore. Donc voilà un petit peu la mesure qu'on a pour détecter si la membrane est encore efficace ou pas. Si je reviens sur les rejets, la qualité, le principe de l'osmoseur, c'est de tout enlever. Donc, c'est très bien dans un sens puisque ça va permettre d'enlever tout ce qui est mauvais. Autrement dit, toute la matière organique que vous voyez là, alors, j'ai pas les chiffres, mais on sait que l'osmoseur enlève très très bien les matières organiques. Ça va permettre aussi de supprimer des polluants comme des bactéries, de supprimer le plomb, de supprimer le mercure, le cadmium, donc ça, ce sont des métaux lourds, de supprimer des ions radioactifs. Donc, tout ça, c'est vraiment très bien. Le problème, c'est que l'osmoseur, il va enlever ce qui est mauvais, mais il va aussi enlever tout ce qui est bon à la santé. C'est-à-dire la dureté de l'eau, donc le calcium, le magnésium, le sodium, le fer, le potassium. Ça va enlever des oligo-éléments comme le cuivre, le nickel, le zinc. Donc, tout ça, c'est dommageable pour notre santé puisqu'on en a besoin. Donc, ce sont là les limites du système. Un osmoseur, ça fonctionne très bien, mais pour une application en eau de boisson, c'est pas forcément la bonne solution. Je vais y revenir par rapport à la santé. Alors, quelques données sur les caractéristiques maintenant. Si vos particuliers vous demandent un osmoseur, vous allez trouver sur le marché des osmoseurs entre 50 et 150 GPD, donc c'est une mesure je dirais de litrage d'eau, de production d'eau osmosée par jour. Donc ça, ce sont les plus petits, entre 50 et 150. Donc on raisonne en gallons per day ou en litres par jour, mais vous verrez en général 50 GPD par exemple sur l'osmoseur. Deux choses qui sont importantes, c'est la pression. Si vous, installateur, vous devez installer un osmoseur chez un particulier, parce que le particulier vous le demande, faites attention à la pression du réseau puisque c'est l'élément le plus important. La pression doit être forcément entre 2,5 et 8 bars. Elle doit être le plus stable possible. En fait, plus la pression est élevée, plus le rendement de l'osmoseur va être bon et plus la qualité de l'eau sera bonne. En fait, avec une basse pression, on dégrade deux choses. Le débit d'eau osmosée et la qualité de l'eau osmosée. Il y aura plus de particules qui vont passer si la pression est basse. Donc, c'est vraiment l'élément important auquel il faut faire attention. Et si vous n'êtes pas à la bonne pression, c'est là où il faut rajouter des pompes, la pompe Perméa ou la pompe Booster, par exemple. L'autre élément qui peut jouer un rôle, mais là, vous n'avez, qui que vous soyez, vous n'avez vous ne pouvez rien faire sur ce paramètre, c'est la température. La température, l'eau de ville à peu près arrive entre 10 à 14 degrés. Il faut être en dessous de 35 degrés pour faire fonctionner la membrane d'osmose. Plus la température est basse, moins le rendement sera bon. Donc, il faut être plutôt haut en température. Par contre, il ne faut pas dépasser 35 degrés puisqu'on va dégrader la membrane. Donc, voilà pour quelques éléments au niveau des caractéristiques. Maintenant, parlons un petit peu de l'entretien. Ça fait plusieurs fois que je l'évoque.
Alors l'entretien, on a dit que dans ce kit d'osmose, on séquestrait le chlore sur la deuxième cartouche filtrante, qui est une cartouche au charbon actif. Alors, du coup, il n'y a plus de chlore. S'il n'y a plus de chlore, il n'y a plus de protection contre les bactéries. Donc, il y aura beaucoup d'entretien. Alors, tout d'abord, à l'installation. Il faut savoir que tout ce qui est cartouche, cartouche filtrante, notamment la cartouche au charbon actif, il faut absolument nettoyer les cartouches avant utilisation, donc il faut les rincer. Et il faudra faire pareil pour l'osmoseur. Mais pour l'osmoseur, ça peut être beaucoup plus important puisqu'on prévoit 3 à 5 heures de mise à l'égout d'eau osmosée, donc c'est du goutte à goutte, ni plus ni moins, mais pour nettoyer la membrane, puisqu'elle est imprégnée d'un produit de conservation au stockage. Ensuite, dans la durée, il y a beaucoup de choses. Il va falloir changer la membrane. En général, c'est tous les 2 ans. Ça peut monter à 4 si vous avez un système de nettoyage de la membrane, par exemple, à contre-courant. Vous allez avoir les cartouches filtrantes. Il y en a 4 au minimum. Donc, ça veut dire qu'il faut les changer tous les 6 mois. C'est ce qui est préconisé, sachant que le maxi, c'est 1 fois par an. Autrement dit, tous les ans, ça fait 8 cartouches à changer. Donc, en termes de consommables, ce n'est pas négligeable pour le particulier. Ensuite, vous avez les départs en vacances ou les absences longues. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est absent de manière longue? Il faut protéger l'osmoseur. Donc, soit on va l'immerger dans une solution d'entretien, soit on va rincer le réservoir au retour de vacances. Il est de toute façon préconisé de le rincer 2 fois par an. Autre chose que j'ai pu trouver sur l'entretien des osmoseurs, qui est très contraignant, c'est de vider 2 fois par mois la réserve d'eau et de faire couler l'eau de manière à éviter tout stockage et jusqu'à avoir un goutte à goutte. L'objectif ici, c'est d'éviter le risque de développement bactérien. Donc, ça peut paraître très contraignant et ça l'est, mais on sait que le développement bactérien peut être extrêmement rapide. Donc, ça ne me choque pas de voir ce genre de préconisation faite pour l'entretien d'un osmoseur. Donc, voilà ce qui concerne l'entretien. Pour terminer, je vais vous parler un petit peu de l'effet sur la santé. Donc, comme je vous l'ai dit, l'eau osmosée, c'est de l'eau qui est pure ou quasi pure. Donc, ce n'est pas de l'eau qui est bonne à boire. On n'est pas fait pour boire de l'eau osmosée, pour boire de l'eau pure. D'ailleurs, il n'y a pas d'eau pure dans la nature. On est fait pour boire de l'eau déminéralisée. Mais il y a tellement de procédés de ce type qui se vendent maintenant sur le marché. Donc, on parle d'osmoseur, on parle d'eau déminéralisée, on parle d'eau distillée. Donc, toutes ces eaux sont trop pures pour l'organisme. Et du coup, si vous le voyez ici, l'OMS a quand même sorti un rapport pour indiquer que cette eau avait une influence vraiment défavorable, définitive sur l'organisme. Donc, c'est quelque chose qui est complètement avéré et il y a les symptômes qui vont avec. Alors, je vous explique pourquoi. Quand on boit de l'eau, en fait, il y a un échange qui va se faire entre l'organisme et l'eau que l'on boit. On ne va pas forcément consommer l'intégralité des sels minéraux qui sont dans l'eau, ça c'est pas vrai. Mais il y a un échange puisque la nature aime les situations d'équilibre. Pourquoi? En fait, il va y avoir 2 phénomènes. Le premier phénomène, c'est que l'eau osmosée va rentrer dans nos cellules pour venir diluer les sels minéraux qui sont contenus dans les cellules. Ça peut aller jusqu'à faire exploser les cellules, donc c'est relativement grave. L'autre phénomène, c'est la diffusion des sels minéraux vers l'extérieur. Donc, on va se déminéraliser dans le temps au fur et à mesure qu'on boit de l'eau osmosée ou de l'eau pure. Les symptômes au bout de quelques mois, ce sont des symptômes qui ont été mesurés chez des personnes qui buvaient de l'eau pure. Donc, c'est la fatigue, c'est l'ostéoporose, les maux de tête, les crampes. Ça peut aller jusqu'à l'altération de la fréquence cardiaque et les troubles cardiovasculaires. Donc, ça arrive en quelques mois uniquement. Après, si on va au-delà, il faut faire attention aux organes vitaux. Donc, tout ça pour dire que si vos clients, si les particuliers vous demandent des kits d'osmose pour boire de l'eau pure parce qu'ils n'ont pas confiance dans l'eau du robinet, dirigez-les plutôt vers des produits de filtration tout simplement, des kits de filtration sous évier par exemple, où on va enlever plutôt ce qui est mauvais, mais on va retenir ce qui est bon pour l'organisme et l'eau sera juste légèrement purifiée, ça suffira largement. Une des solutions cependant aux eaux pures, c'est ce qu'on appelle la reminéralisation. Le problème, c'est que ce qu'on fait dans des stations de reminéralisation, dans des stations de potabilisation, on est incapable de le faire à la maison.
Donc, c'est pas en passant l'eau pure sur une cartouche filtrante, donc une cartouche de reminéralisation qui va contenir du calcium et du magnésium, ce qui est le cas en général, qu'on va reminéraliser correctement notre eau. En fait, on va dissoudre un petit peu de calcium et de magnésium dans l'eau. Il n'y aura pas tous les autres éléments qui sont bons à la santé. Ici, dans notre cas de figure, il n'y en a que 2. Il est très peu probable qu'on arrive à en dissoudre davantage. En fait, on est aidé par les bicarbonates jusqu'à avoir un pH 7, mais on sera incapable de redissoudre tout ce qu'il faut pour l'organisme. Imaginez que c'est pas parce que l'eau va passer 3 secondes sur une cartouche de reminéralisation qu'on va avoir autant de minéraux que lorsqu'elle balaye les bassins sédimentaires pendant des années. C'est pas possible. L'OMS a également mis en garde par rapport à ces cartouches de reminéralisation. Donc, tant qu'on n'aura pas de cartouche de reminéralisation fiable, ce qui peut être développé à l'avenir, on ne peut pas utiliser des kits de purification de l'eau pour la boisson. C'est dommageable pour l'organisme. Donc, ce webinaire est terminé. Je vous remercie d'y avoir participé. Nous vous contacterons bientôt pour un prochain webinaire. En attendant, je vous propose de nous retrouver sur CoExpert, sur les réseaux sociaux et je vous souhaite une excellente journée. Merci et à bientôt.